Vous avez entendu parler des gangs de rue, mais que se passe-t-il si les véritables acteurs de pouvoir ne se trouvent pas que seulement dans les rues? Ils dirigent des empires. Ces organisations engrangent des milliards, influencent la politique et gèrent encore des réseaux mondiaux si vastes qu'il était difficile de les retracer. MS-13 est particulièrement violent. Il n'aime pas tirer sur les gens parce que c'est trop rapide, trop immédiat. Des seigneurs de guerre insaisissables quant aux empires criminels cachés, voici la criminalité organisée à un tout nouveau niveau. Restez collés à votre écran jusqu'à la fin, car le numéro 3 vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la sécurité mondiale. Plongeons-y. Numéro 17. Une fraternité née du sang. En mars 2022, une vague de terreur a balayé El Salvador alors que la violence des gangs a fait 87 victimes en un seul week-end, marquant un moment décisif dans la guerre d'El Salvador contre la violence des gangs. L'administration du président Nayib Bukele a déclaré l'état d'urgence, soulevant la question: qui pourrait exécuter un acte aussi calculé en pleine lumière? La réponse nous ramène à Los Angeles dans les années 1980, où un groupe d'immigrants salvadoriens, fuyant la guerre civile, a formé un gang soudé pour se protéger. Ce qui a commencé comme une défense contre la violence de rue s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus dangereux. Dans les années 90, des déportations massives ont renvoyé beaucoup d'entre eux en Amérique centrale, directement dans des régions déjà plongées dans la pauvreté et la corruption. C'est là que la transformation a commencé. Aujourd'hui, ce groupe MS-13 est devenu une menace internationale. Aux États-Unis, leurs opérations vont de la gestion de pipelines de drogue vers les grandes villes à la pression sur les entreprises locales par l'extorsion. À l'étranger, ils ont été liés à des réseaux de trafic de migrants et à des attaques qui ont laissé des communautés entières ébranlées. Rien qu'au Honduras, des frappes coordonnées au début de 2024 ont fait plus de 20 morts. Leur connexion avec la mafia mexicaine amplifie leur portée, les aidant à déplacer des drogues et à renforcer leur contrôle. Les tatouages qui symbolisaient autrefois l'unité marquent désormais le territoire et suscitent la peur. Avec environ 10 000 membres aux États-Unis et environ 70 000 dans le monde, leur emprise s'étend au-delà des frontières et dans les ombres de la criminalité mondiale. En février 2025, les États-Unis les ont officiellement désignés comme un groupe terroriste étranger. Le gouvernement salvadorien a emprisonné des milliers de personnes dans une vaste répression, cherchant à nettoyer les gangs MS-13 et Barrio 18 des quartiers qu'il contrôle depuis des décennies. Mais le gang continue de s'adapter, survivant à chaque tentative de briser leur emprise. Numéro 16. Le syndicat qui accueille tous. À la fin de 2023, quelque chose de étrange s'est produit à Guatemala City. Les bus ont cessé de circuler, les magasins ont fermé leurs portes et les rues se sont vidées, non pas à cause de manifestations ou de politique, mais à cause d'un appel téléphonique anonyme. C'est à quel point ce syndicat détient du pouvoir. Contrairement à la plupart des gangs formés dans le chaos des années 60 à Los Angeles, ce groupe a brisé le moule. Alors que d'autres traçaient des lignes raciales strictes, ils ont ouvert leurs rangs à tout le monde. Cette seule décision les a aidés à croître rapidement et largement. Mais lorsque des déportations massives dans les années 1990 ont renvoyé de nombreux membres en Amérique centrale, ce qui avait commencé s'est rapidement transformé en un vaste réseau criminel à travers le Honduras, El Salvador et le Guatemala. En 2025, leurs effectifs avaient gonflé entre 30 000 et 50 000. Ils gèrent des rackets d'extorsion qui mettent la pression sur les économies locales, font passer des drogues directement en Amérique du Nord et exécutent des contrats d'assassinat avec une efficacité alarmante. Au Honduras, leurs affrontements de 2024 avec la police ont atteint un nouveau niveau terrifiant, avec des explosifs de style militaire. Ils sont intelligents aussi. S'associer à la mafia mexicaine a renforcé leurs opérations de drogue et les a aidés à canaliser des fonds dans un réseau international en pleine croissance. Leur structure, divisée en groupes plus petits et semi-indépendants appelés cliques, les rend flexibles et difficiles à arrêter. Chaque fois que les forces de l'ordre frappent dans une ville, une autre cellule continue d'opérer ailleurs. En 2025, les États-Unis les ont officiellement désignés comme une organisation terroriste étrangère. Pourtant, ils continuent de s'étendre. Des arrestations à New York en 2024 ont montré jusqu'où s'étend leur portée, jusqu'au cœur des grandes villes américaines. Connus sous le nom de syndicats de la 18e rue, ils ont transformé l'inclusivité en influence et l'influence en peur.
Voici Barrio 18, et ils ne font que devenir plus audacieux. Numéro 15. Le gang qui a transformé une prison en station balnéaire. Peu de gangs dans l'histoire moderne ont réussi à transformer une prison en station balnéaire. Peu de gangs dans l'histoire moderne ont réussi à transformer une prison en royaume. Mais au fond du Venezuela, un groupe n'a pas seulement pris le contrôle d'une prison, il l'a transformée en une base d'opération pleinement fonctionnelle, avec son propre zoo, sa discothèque et sa piscine. Ce n'est pas de la fiction, c'est l'histoire de Tren de Aragua, un gang qui a transformé la prison de Tocoron en son quartier général 5 étoiles. Ce qui a commencé au début des années 2010 comme un petit groupe lié à un projet ferroviaire raté a rapidement évolué en une puissance criminelle sous le commandement de Nino Guerrero, un fugitif si insaisissable que les États-Unis ont placé une prime de 5 millions de dollars sur sa tête. En 2014, le gang avait pris le contrôle total de la prison, l'utilisant pour diriger des crimes qui dépassaient largement les frontières du Venezuela. Leur empire comprend des réseaux de trafic humain qui s'attaquent aux migrants, des routes de contrebande de drogue alimentant la cocaïne et le fentanyl en Amérique du Nord, et des rackets d'extorsion qui opèrent dans au moins 8 pays. Leur présence a même atteint le sol américain. En 2024, les autorités dans des villes comme New York, Miami et Denver ont lancé plus de 100 enquêtes liées aux gangs. L'un des moments les plus troublants est survenu lorsqu'une vidéo a émergé d'un complexe d'appartements à Aurora, Colorado, montrant des hommes armés forçant leur entrée dans des maisons avec des familles terrifiées, prises dans le chaos. Des alliances avec des groupes puissants comme le Primeiro Comando, da capitale du Brésil, n'ont fait qu'alimenter leur ascension. Malgré une descente du gouvernement vénézuélien à Tocoron en 2023, le gang n'a pas disparu. Leurs cellules se sont dispersées, étendant leur influence au-delà des frontières et s'incrustant dans les communautés de migrants. Numéro 14. Des soldats devenus rois de la drogue. En 2010, au cœur des déserts de Tamaulipas, au Mexique, les enquêteurs sont tombés sur une scène troublante. 72 migrants enterrés ensemble, dans une tombe isolée. Ce n'était pas seulement une tragédie, c'était une signature. Celle laissée par un cartel qui n'opère pas dans l'ombre, mais marche avec une précision militaire. Ce groupe n'a pas commencé comme des criminels de rue. À la fin des années 1990, ils étaient des forces spéciales mexicaines, des soldats d'élite formés au combat avancé. Mais lorsque certains d'entre eux ont quitté leurs uniformes pour entrer dans la vie du cartel, tout a changé. Ils ont d'abord servi comme exécuteurs pour l'un des plus grands barons de la drogue du Mexique. Mais le pouvoir, comme toujours, exige plus. En 2010, ils se sont séparés pour former leur propre empire. À leur apogée, ils exercèrent une influence sur 17 États mexicains. Leur atout, la discipline, leur structure, modelée sur l'armée qu'ils juraient autrefois de servir, c'est ce qui les rendait différents et dangereux. Leur portefeuille criminel est vaste. Ils gèrent des routes internationales de drogue fournissant des drogues dures, exploitent les populations migrantes par le biais de la traite des êtres humains et ont siphonné des millions des pipelines pétroliers du Mexique, étouffant le secteur énergétique du pays dans le processus. Même en 2024, des batailles armées avec des rivaux à Tamaulipas ont prouvé qu'ils n'avaient pas abandonné leurs racines, utilisant des tactiques de champ de bataille et des armes modernes pour tenir le terrain. Aujourd'hui, leurs 5000 membres estimés peuvent être moins nombreux qu'auparavant, mais ils sont loin d'avoir disparu. Des arrestations très médiatisées en 2025 ont fracturé leur direction, mais des filiales continuent d'opérer, répandant la peur sur des territoires de familiers. Autrefois qualifié de cartel le plus technologiquement avancé par les États-Unis, le syndicat Los Zetas reste un symbole de la façon dont les compétences militaires, lorsqu'elles sont détournées, peuvent en construire un empire de chaos. Numéro 13. Le syndicat qui gouverne depuis derrière les barreaux. L'un des gangs les plus redoutés de l'hémisphère occidental n'opère pas depuis des coins de rue ou des planques. Il dirige son empire depuis l'intérieur des cellules de prison, et quand il veut envoyer un message, des villes entières comme São Paulo en paient le prix. C'est le Primeiro Comando da Capital, ou PCC, un syndicat si ancré dans le monde souterrain brésilien qu'il a un jour mis São Paulo à l'arrêt avec des attaques coordonnées qui ont laissé 5 agents de police morts. Leur direction ? Toujours derrière les barreaux. Mais ne vous y trompez pas, ils contrôlent chaque décision. Tout a commencé en 1993 à l'intérieur de la prison de Taubaté. Un groupe de 8 détenus indignés par le massacre de Carandiru qui a tué plus de 100 prisonniers l'année précédente s'est regroupé.
Ce qui a commencé comme un appel à la justice s'est transformé en une machine criminelle sous le commandement de Marcos Williams Herbas Camacho, mieux connu sous le nom de Marcola. Son influence est si profonde qu'il écrase même les factions rivales et dicte des ordres à travers les continents, même depuis un établissement à haute sécurité. Les opérations du PCC sont massives. Ils contrôlent plus de la moitié des exportations de drogue dure du Brésil vers l'Europe et blanchissent leur argent à travers des hôtels, des clubs de football et des jeux en ligne. Leurs empreintes digitales étaient là partout dans un enlèvement en mars 2024 au Chili et un démantèlement d'un réseau d'hôtels à Sao Paulo a révélé à quel point ils sont ancrés dans les affaires légitimes. Soutenus par des alliés mondiaux comme l'Andrangheta italienne et le Tren de Aragua vénézuélien, la portée du PCC s'étend désormais sur 24 pays. Même après une répression gouvernementale en 2024, leur emprise sur les rues reste ferme, avec environ 40 000 membres à part entière et 60 000 membres sous contrat. Et avec une opération aussi vaste encore orchestrée depuis derrière les barreaux, il est clair que le PCC n'est pas près de disparaître. Si vous trouvez cette plongée profonde révélatrice, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide plus que vous ne le pensez. Numéro 12. Le culte qui hante les rues du Kenya. Un soi-disant rassemblement de prières dans un quartier tranquille de Nairobi s'est terminé par des coups de feu et de la panique lorsque des résidents ont fait irruption, s'attendant à un culte et ont plutôt trouvé des sacrifices d'animaux et des chants tout droit sortis d'un film d'horreur. Ce moment n'était pas seulement un choc, c'était un appel à la vigilance que Mungiki, le culte le plus redouté du Kenya devenu syndicat criminel, est loin d'être mort. Leur histoire remonte à la fin des années 1980, lorsqu'un groupe de jeunes hommes Kikuyu, dans la vallée du Rift, cherchait à revivre des coutumes traditionnelles pour lutter contre les conflits fonciers, le chômage croissant et l'exclusion politique. Au début, cela ressemblait à un renouveau culturel, mais cela s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus alarmant. Dans les années 1990, Mungiki s'était profondément enraciné dans les bidonvilles de Nairobi, utilisant la violence et l'intimidation pour contrôler le territoire et les personnes qui y vivaient. Ils ont mis en place des services illégaux, facturant aux résidents pauvres l'électricité et l'eau qu'ils ne possédaient pas. Les chauffeurs de minibus étaient extorqués pour des frais de protection quotidiens, et ceux qui essayaient de partir, beaucoup ont fini par mourir. En 2024, la police a interrompu une cérémonie de serment à Nyandarua, arrêtant 11 membres et saisissant des objets rituels, tandis que des répressions précédentes avaient déjà révélé à quel point ils s'attaquaient aux plus vulnérables du Kenya, en particulier les jeunes. La portée du groupe ne se limitait pas aux rues. Des connexions politiques les ont protégés pendant des années, avec des rapports aussi récents qu'en 2024 liant Mungiki à des camps rivaux du vice-président du Kenya, transformant la force criminelle en levier politique, bien que leur nombre ait chuté de 100 000 à leur apogée à environ 10 000 aujourd'hui. Mungiki reste une force dangereuse mélangeant identité ethnique, loyauté culturelle et enforcement brutal. Numéro 11. Maître du monde, souterrain numérique. Début 2024, plus de 50 millions de dollars ont disparu des comptes bancaires européens en quelques secondes. Pas de voleurs masqués, pas de voitures de fuite, juste un coup net exécuté derrière un écran. Ce n'était pas le travail d'amateurs, c'était la carte de visite d'un des syndicats criminels les plus sophistiqués au monde. La fraternité Tsantsevskaya est née des décombres de l'Union soviétique à la fin des années 1990. Son fondateur, un ancien serveur devenu tacticien du monde souterrain, a recruté un réseau d'anciens détenus, de jeunes sans emploi et d'anciens agents du KGB, construisant un empire criminel depuis le quartier Sonsevo de Moscou. Dans les années 90, ils avaient verrouillé des routes de transport clés et contrôlé une grande partie du commerce d'importation de voitures, utilisant à la fois le cerveau et la force brute. Mais leur pouvoir ne s'arrêtait pas aux frontières, ni même à un territoire physique. Aujourd'hui, ils se spécialisent dans la cybercriminalité haut de gamme, de la fraude internationale par virement et des escroqueries en crypto-monnaie, au trafic de drogue et au commerce mondial d'armes. Leurs opérations sont aussi diverses que dangereuses. En 2025, une répression menée par Interpol les a liés à un énorme schéma de fraude crypto qui a siphonné des millions d'investisseurs à travers l'Europe. Preuve qu'ils ont maîtrisé à la fois le crime traditionnel et la guerre numérique. Leur portée s'étend également aux affaires légitimes.
Les casinos de Moscou, l'immobilier de luxe et les entreprises de construction servent aussi de machines à blanchir de l'argent, les aidant à cacher leurs bénéfices tout en gagnant en influence. Avec une estimation de 5 000 à 10 000 membres dans 50 pays, ils opèrent dans l'ombre soutenus par des connexions politiques et une structure qui résiste à l'effondrement même sous pression. C'est la fraternité Santsevskaya, la mafia moderne de la Russie et la force silencieuse derrière certains des cybercrimes les plus audacieux au monde. Numéro 10. Le cartel qui a déclenché une guerre civile. Des quartiers entiers de Culiacán ont été transformés en villes fantômes alors que des camions militaires entraient et que des coups de feu résonnaient dans les rues. Plus de 500 vies ont été perdues, 200 personnes ont simplement disparu et le pouls de la ville s'est arrêté net. Mais ce n'était pas une invasion d'un ennemi étranger. C'était une guerre civile déclenchée par l'un des cartels les plus puissants du Mexique qui se retournait contre lui-même. Né des cendres du cartel de Guadalajara à la fin des années 1980, ce groupe a trouvé son bastion dans le triangle d'or du Mexique, une région propice à la culture du cannabis et des pavos. Ce qui a commencé comme une opération de trafic régional a rapidement explosé en un empire international, dirigé par des figures infâmes comme Joaquín El Chapo Guzmán et Ismael El Mayo Zambada. Ils ont été les pionniers des tunnels de contrebande souterrains vers les États-Unis, déplaçant d'énormes quantités de drogue sans être détectés. Aujourd'hui, leurs opérations s'étendent bien au-delà du Mexique, inondant les marchés mondiaux de drogue dure. En décembre 2024, les autorités ont effectué la plus grande saisie de fentanyl de l'histoire, 1500 kg, tous retracés jusqu'à ce syndicat. La même année, la police espagnole a découvert des laboratoires de méthamphétamine à Barcelone liés à leur réseau de blanchiment, qui ont discrètement canalisé de l'argent de la drogue à travers des hôtels et des concessions automobiles. Mais tout a changé en juillet 2024. Les arrestations de Zambada et d'un des fils d'El Chapo à El Paso ont ouvert une amère rivalité interne. Les loyalistes de Zambada et la faction connue sous le nom de Los Chapitos ont commencé une guerre de territoire impitoyable, déclenchant un chaos qui a forcé le Mexique à déployer plus de 11 000 soldats pour contenir le bain de sang. En avril 2025, l'économie de Sinaloa avait perdu 14 000 emplois et des milliards de revenus. Pourtant, malgré les désignations de terroristes par les États-Unis et la pression internationale, le cartel reste dangereusement intact. Ce n'est pas seulement du trafic de drogue, c'est à l'est le cartel de Sinaloa, un géant fracturé avec un pouvoir mondial et une ville natale qui continue de subir sa fureur. Numéro 9. Le syndicat des prisons, qui règne par la peur. La chose la plus terrifiante à propos de ce groupe n'est pas seulement ce qu'ils ont fait dans les rues, mais ce qu'ils ont réussi à orchestrer depuis l'intérieur des cellules de prison. Enfermé dans l'isolement, dépouillé de sa liberté, mais capable d'appeler au sang. C'est le niveau de pouvoir que détient la fraternité arienne. Né en 1964 dans la prison d'État de San Quentin en Californie, ce groupe n'a pas commencé comme un empire criminel à part entière. Il a commencé avec une poignée de détenus irlando-américains s'opposant à l'intégration raciale. Mais au fil des ans, il a évolué en un syndicat national mêlant idéologie suprémaciste blanche à un modèle commercial froid et calculé. En 1980, une commission de 3 hommes a pris le contrôle, posant les bases d'une hiérarchie impitoyable qui contrôle encore des milliers de personnes aujourd'hui. Au cœur de leurs opérations se trouve le trafic de drogue, principalement distribué par des réseaux contrôlés depuis les murs de la prison. Des téléphones introduits clandestinement permettent aux dirigeants incarcérés de gérer des transactions s'étendant des cours de prison de Californie à des villes aussi éloignées qu'Anchorage. Mais cela ne s'arrête pas là. Les meurtres à contrat, les rackets d'extorsion et les jeux d'argent illégaux rapportent des millions tout en renforçant la domination du gang. La loyauté n'est pas optionnelle. Les nouveaux membres prêtent un serment de sang, signifiant que le seul moyen d'entrer est par la violence et le seul moyen de sortir est la mort. Même si les répressions fédérales ont conduit à des dizaines de condamnations en 2024, y compris 69 membres liés à des réseaux de drogue et des complots de meurtre, la structure de commandement du gang est restée ferme. Dans un cas choquant, 3 détenus ont été reconnus coupables, en 2025, d'avoir coordonné 5 meurtres dans le comté de Los Angeles, tout en purgant leur peine. La prise de la fraternité arienne ne se relâche pas. Malgré une surveillance accrue et de nouvelles sanctions, il reste un exemple vivant de jusqu'où la peur et le contrôle peuvent s'étendre, même derrière les barreaux. Numéro 8. Les seigneurs des drones du monde souterrain du Mexique.
En 2024, le monde a regardé avec incrédulité alors qu'un poste de police à Michoacán était réduit en ruine, non pas par des coups de feu ou des grenades, mais par une flotte de drones équipés d'explosifs. Ce n'était pas un champ de bataille. C'était un message clair. Un cartel avait porté la guerre dans les cieux. Le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, ou CJNG, n'est pas qu'une simple opération de trafic de drogue. Né en 2009 des restes du cartel Milenio, il était dirigé par un ancien policier mexicain qui a retourné la situation, utilisant ses connaissances internes pour construire un réseau qui s'étend désormais sur plusieurs continents. D'ici 2025, son insaisissabilité lui avait valu une prime de 15 millions de dollars de la part des États-Unis, signe à quel point il est devenu dangereux et intouchable. Le CJNG s'est fait un nom en défiant le cartel de Sinaloa et en s'emparant de routes de contrebande clés à travers 24 des 32 États du Mexique. Leurs opérations sont aussi brutales qu'avancées. Les pipelines de fentanyl et de méthamphétamine vers les États-Unis, les réseaux d'extorsion qui saignent les entreprises locales à blanc et les routes de trafic humain qui exploitent le désespoir. En mars 2024, ils ont paralysé l'ouest du Mexique avec des blocages de routes coordonnés, incendiant des véhicules et s'engageant dans des fusillades qui ont laissé des régions entières figées dans la peur. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur puissance de feu. Au-delà des armes automatiques et des lance-roquettes, leur utilisation croissante de drones a changé la face de la violence des cartels. L'une de leurs attaques les plus infâmes, une embuscade qui a tué 15 agents en 2015, n'était que le début. Ils se sont étendus au-delà de l'Amérique latine, établissant des liens en Europe et en Asie. Début 2025, les États-Unis les ont désignés comme une organisation terroriste, et ce n'était pas sans raison. En février, une découverte à Teochitlan a révélé leur secret le plus sombre, un ranch utilisé pour recruter de force de jeunes combattants entourés de tombes peu profondes. Numéro 7. La mafia qui possède les ombres. Ils ne tirent pas avec des armes en public et ne taguent pas pour marquer leur territoire, entourés de tombes peu profondes. Numéro 7. La mafia qui possède les ombres. Ils ne tirent pas avec des armes en public et ne taguent pas pour marquer leur territoire. Mais leurs empreintes digitales sont partout sur les routes de la drogue en Europe, les chantiers de construction, et même les contrats d'énergie propre. Lorsque les autorités en Allemagne, en Italie et en Bulgarie ont saisi des millions d'actifs et arrêté des dizaines de personnes en 2024, elles ne s'attaquaient pas simplement à un réseau criminel local. Elles dévoilaient l'un des mafias les plus silencieuses et sophistiquées au monde. Ancré dans la région montagneuse et reculée de Calabre, dans le sud de l'Italie, ce syndicat a commencé dans les années 1860 comme un groupe d'exécuteurs ruraux. Au fil des décennies, il a évolué en une confédération mondiale de plus de 100 clans liés par le sang, connus sous le nom d'Indrine. Étrangement organisés par la famille et le mariage, leur structure n'est pas seulement une tradition, c'est une stratégie. Ce modèle décentralisé les a rendus presque impossibles à démanteler, même en s'étendant dans plus de 40 pays, en utilisant les communautés diasporiques calabraises comme tremplin. Aujourd'hui, ils contrôlent un incroyable 80% de l'approvisionnement en drogue en Europe, générant environ 60 milliards de dollars chaque année. Leurs tentacules s'étendent profondément dans la construction, la gestion des déchets et même les industries écologiques, tout secteur qui peut blanchir leur argent. Rien qu'en 2024, les forces de l'ordre ont découvert des partenariats avec le cartel PCC du Brésil et les ont surpris en train de faire passer du tabac de contrebande au Canada par des routes commerciales amérindiennes. Ils se sont également infiltrés dans les couloirs politiques avec un ancien législateur italien condamné en 2023 pour avoir aidé à protéger leurs opérations. Et malgré des arrestations majeures, comme la capture du fugitif Edgardo Greco, et plus de 100 membres arrêtés par Interpol début 2025, leur empreinte mondiale n'a pas diminué. C'est l'Ndrangheta, un réseau criminel qui prospère en restant invisible et inaudible. Si cela vous a donné des frissons, imaginez combien d'autres n'ont aucune idée que cela se passe juste sous leurs yeux. Partagez cela avec un ami qui a besoin de savoir ce qui se passe réellement en coulisses. Numéro 6. La terreur qui ravage le Sahel. En 2002, des insurgés armés ont attaqué un paisible village agricole dans l'état de Borno, tuant plus de 40 agriculteurs désarmés en pleine lumière du jour. Le monde a été forcé de confronter une vérité amère. Ce n'était pas un champ de bataille. C'était juste un autre jour ordinaire dans une région où la terreur est devenue une routine.
Le groupe responsable a passé plus de 2 décennies à transformer le Sahel en l'un des points chauds les plus volatiles du monde. Boko Haram a commencé en 2002, fondé par Mohamed Youssef dans la ville nord-est de Maïdougouri. Ce qui a commencé comme un rejet radical de l'éducation et de la culture occidentale a rapidement évolué en une insurrection à grande échelle. Après la mort de Youssouf en garde à vue en 2009, Abou Bakr Sheikov a pris le relais, dirigeant le mouvement vers une campagne de violence extrême. En 2016, Boko Haram s'était fragmenté, l'une de ses factions s'alignant avec l'État islamique sous la bannière d'ISWAP, déclenchant des guerres de territoire mortelles dans la région. Leurs attaques sont implacables. Des attentats suicides et des enlèvements au massacre dans les écoles, les églises et les marchés. Leur portée s'étend à travers le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Mali. Rien qu'en 2024, Boko Haram a enlevé près de 600 personnes. Quelques mois plus tôt, 128 villageois avaient été tués à Yobe. Et en avril 2025, des bombes placées en bordure de route ont fait 26 autres victimes. Le groupe est censé générer plus de 200 millions de dollars par an grâce aux rançons, à l'extorsion et au pillage, finançant une crise qui a déplacé plus de 2 millions de personnes. Malgré des efforts militaires à grande échelle, y compris l'opération Lake Sanity 2 de la force multinationale en 2024 et la reddition de plus de 100 000 combattants depuis 2021, le groupe reste ancré dans la région. Leur mélange d'idéologies extrémistes et de tactiques impitoyables continue de déstabiliser le Nigeria et l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Numéro 5. La bande qui contrôle les favelas de Rio. Lorsqu'une fusillade transforme tout un quartier en zone de guerre, vous savez que ce n'est pas qu'un simple crime de rue. Dans le Complexo do Alemão à Rio de Janeiro, le chaos a éclaté lorsque des dizaines de tireurs, armés d'armes de guerre, se sont confrontés à la police, laissant des agents blessés et la ville stupéfaite. Ce n'était pas juste une bagarre de gang, c'était une démonstration du pouvoir brut du commandement rouge. Né dans les murs brutaux de la prison d'Ilha Grande dans les années 1970, le commandement rouge a commencé comme un pacte entre voleurs et prisonniers politiques. Ce qui a commencé comme une survie derrière les barreaux a évolué en une force révolutionnaire qui a pris le contrôle des quartiers les plus pauvres de Rio. Dans les années 1980, sous des dirigeants comme Rogério Lemgruber, le groupe avait déjà construit un empire de la drogue et transformé les favelas en avant-postes fortement fortifiés. Aujourd'hui, leur portée s'étend bien au-delà du Brésil. Ils acheminent de la drogue vers l'Europe et l'Afrique, collectent des extorsions auprès des entreprises locales et contrôlent l'électricité, le gaz et Internet piratés dans plus de 40% des favelas de Rio. Une saisie en 2024 à Sao Paulo a révélé 5 millions de dollars de drogue liés à leurs racines maritimes. Leur guerre de territoire de longue date avec le gang rival PCC a coûté de nombreuses vies. Avec environ 10 000 membres, allant des guetteurs aux exécuteurs, ils ont construit des pipelines de contrebande qui transportent net à plus de 10 tonnes de drogue chaque mois, souvent avec l'aide de réseaux paraguayens. Même après la capture en 2023 du leader de haut niveau Luis Antonio da Silva, connu sous le nom de Zino, leur structure décentralisée a maintenu les opérations. Mais dans les favelas, où les emplois sont rares et les institutions échouent, ce gang offre toujours quelque chose que le gouvernement ne peut souvent pas: l'ordre, la protection et le pouvoir. C'est pourquoi ils sont plus qu'un groupe criminel. Ils sont les dirigeants silencieux de Rio. Numéro 4. Le cartel qui façonne le monde souterrain japonais. Lorsque 3 mafieux de haut rang sont entrés dans un poste de police à Kobe et ont remis une lettre promettant de mettre fin à une querelle violente qui avait fracturé le monde criminel japonais pendant plus d'une décennie, ce n'était pas juste une offre de paix. C'était un coup de pouvoir. Aucun geste unique ces dernières années n'a modifié l'équilibre des dynamiques de gang au Japon comme celui-ci. Et un seul groupe pouvait le réaliser: le Yamaguchi-gumi. Fondé en 1915 par Harukichi Yamaguchi, à partir des syndicats de dockers de Kobe, cette organisation a évolué pour devenir le plus grand et le plus influent syndicat Yakuza du Japon. Sous le leadership de fer de Kazuo Taoka dans les années 1960, le groupe a cimenté sa domination, s'étendant à travers les 47 préfectures et construisant des réseaux transnationaux allant de l'Asie du Sud-Est à Hawaï. Leur empire est construit sur plus que la peur. Du trafic de drogue et de l'extorsion aux jeux de hasard, à la prostitution et aux affaires immobilières douteuses, le Yamaguchi-gumi génère des milliards chaque année.
malgré les répressions policières et une diminution de l'effectif de 14 100 en 2015 à environ 6 900 en 2024, la structure du groupe reste solide comme un roc. Le patron Kenichi Shinoda, mieux connu sous le nom de Shinobu Tsukasa, et son homme de confiance Kiyoshi Takayama continuent de diriger l'opération avec une précision militaire, même après qu'un groupe éclaté en 2015 a formé le Kobe Yamaguchi Gumi, qui ne compte désormais plus que 120 membres. Le groupe parent reste imperturbable. Les sanctions américaines ont frappé leurs finances et la loi japonaise a limité leurs mouvements publics. Mais le Yamaguchi Gumi reste au sommet du monde souterrain japonais. Numéro 3. Le terrorisme mondial qui renaît dans le chaos. Le jour de l'an, un homme a conduit un camion droit au cœur de Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans, tuant 15 personnes et brandissant un drapeau noir d'une familiarité glaçante. Ce n'était pas juste un acte de violence aléatoire, c'était un rappel brutal que l'État islamique, autrefois considéré comme au bord de l'effondrement, sait encore comment instiller la peur, bruyante, mortelle et en pleine vue du monde. Ce groupe djihadiste est né des cendres d'Al-Qaïda en Irak, façonné par les tactiques brutales d'Abu Musab al-Zarqawi au milieu des années 2000. En 2014, sous le commandement d'Abou Bakr al-Baghdadi, ils ont déclaré un califat et ont pris le contrôle de grandes parties de l'Irak et de la Syrie. Bien qu'ils aient certainement perdu ce territoire en 2019 face aux forces soutenues par les États-Unis, leurs ambitions ne se sont pas arrêtées là. Loin d'être terminé, le groupe s'est adapté. Ils ont changé de gouvernance de la terre à l'exploitation du chaos dans des régions faibles ou dévastées par la guerre. Rien qu'en 2024, des affiliés de l'État islamique ont mené des attaques dans 22 pays, tuant plus de 1800 personnes. Leur branche Khorasan, ISK, était derrière l'attentat de janvier dans la province de Kerman en Iran qui a tué 94 personnes et l'attaque choquante de mars dans une salle de concert de Moscou qui a fait 130 morts. En Syrie, ils ont intensifié leurs opérations avec 700 attaques en une seule année, 3 fois plus que l'année précédente. Ailleurs, des filiales comme IS Sahel et ISWAP tiennent le terrain au Mali et au Nigeria, imposant des règles strictes et extorquant les communautés locales. Avec environ 6 000 combattants en Afghanistan et 3 000 autres en Irak et en Syrie, ils se financent par des enlèvements, des rançons et des crypto-monnaies, amassant environ 100 millions de dollars par an. Malgré les sanctions mondiales et les arrestations de planificateurs de haut niveau, leur capacité à inspirer la violence dans le monde entier demeure. Des zones de guerre chaotiques aux rues paisibles des villes, l'État islamique ou ISIS continue de muter, de recruter et de refaire surface. Numéro 2. La mafia qui contrôle les rues de Naples. 2 chefs mafieux de haut rang vivaient tranquillement à Medellín lorsque la police colombienne a défoncé la porte et découvert un pipeline de drogue s'étendant des jungles d'Amérique du Sud aux ports bondés d'Europe. Les arrestations n'ont pas seulement exposé un important réseau de trafic de drogue, elles ont levé le voile sur la Camorra, l'un des réseaux criminels les plus insaisissables et puissants d'Italie. Enracinée dans les rues de Campanie depuis le XVIIe siècle, la Camorra est passée de petits gangs à une fédération lâche de clans, chacun avec son propre territoire autour de Naples. Contrairement à la structure de commandement serrée de la mafia sicilienne, la Camorra prospère grâce à la décentralisation. Cela leur permet de s'adapter, de survivre aux querelles internes et de devenir de plus en plus insaisissables à chaque répression. Leur activité est aussi variée que cruelle. Trafic de drogue, extorsion, fraude et déversement de déchets toxiques. Avec environ 7000 membres répartis sur 30 clans, y compris les puissantes familles Contigny et Casalisi, la Camorra s'étend bien au-delà du crime de rue. Leur emprise sur les institutions locales est profonde. En 2019, le clan Contigny a infiltré le système de santé de Naples, prenant le contrôle des opérations hospitalières pour blanchir de l'argent et contrôler les recrutements. Ils ont également transformé des parties manquées de la Campanie en ce que les habitants appellent le triangle de la mort, un site de déversement toxique où les taux de cancer ont explosé. Malgré les arrestations internationales et les sanctions, y compris les répressions de 2025 contre leurs partenaires colombiens, les racines de la Camorra dans les communautés en difficulté de Naples restent fortes et dangereusement difficiles à déraciner. Numéro 1. La mafia qui a redéfini le crime mondial. Une opération à l'aube à Palerme a envoyé des ondes de choc à travers l'Italie. 1200 agents se déplaçant sur des bastions mafieux, arrêtant 181 suspects lors d'une seule frappe coordonnée. Ce n'était pas juste une autre saisie, c'était un message clair.
Cosa Nostra n'est pas de l'histoire. Elle se reconstruit. Malgré des décennies d'arrestations, cette organisation reste profondément ancrée dans le tissu de la Sicile. Née lors des bouleversements du XIXe siècle qui ont suivi l'unification de l'Italie, Cosa Nostra est passée d'exécutants ruraux à une force criminelle mondiale. Dans les années 1980, elle avait atteint son apogée avec l'infâme Pizza Connection, un pipeline qui acheminait 80% des drogues dures aux États-Unis directement des ports de Sicile. Leurs méthodes ont changé, mais pas leur ambition. L'influence de Cosa Nostra va bien au-delà des drogues. Ils ont construit un réseau de schémas d'extorsion, de soumission, de construction truquée et se sont discrètement intégrés dans des entreprises légitimes. Depuis 2023, plus de 50 cas d'extorsion ont émergé à Palerme seulement. Un cas à Naples, en 2024, a révélé une escroquerie crypto de 3 millions de dollars liée à leurs affiliés, preuve qu'ils se sont également adaptés à la finance moderne. Leurs 5000 membres estimés incluent une vague montante de jeunes recrues. En fait, 40% des personnes arrêtées en 2025 avaient moins de 35 ans. Cela plus que tout montre que ce n'est pas un empire mourant, c'est un empire en transformation. Même avec la mort en 2023 de l'ancien fugitif Matteo Messina Denaro, l'emprise de la mafia reste ferme. Ils ont rebaptisé leurs tactiques, fait évoluer leur réseau et se sont enfoncés plus profondément dans les marchés mondiaux. C'est Cosa Nostra, ancien sang, nouvelle stratégie, même ombre. Pour des plongées plus approfondies dans les empires les plus dangereux du monde souterrain, abonnez-vous et restez un pas en avant des ombres. Merci de regarder. À la prochaine.